Jamais depuis 1945, la liberté n'avait été aussi menacée. Ces mots, ce sont ceux d'Emmanuel Macron qui s'est donc exprimé ce dimanche et le président français a annoncé un doublement du budget des armées françaises dès 2027 par rapport à 2017. Mais alors, comment est-ce qu'Emmanuel Macron justifie cette décision? Pourquoi est-ce que tout cela fait autant débat? C'est ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. On va essayer d'analyser factuellement la situation et le débat sur le sujet. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien en ce 14 juillet. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bon, il faut savoir que le budget de l'armée française, il est en forte hausse depuis plusieurs années. En effet, en 2017, il était d'environ 32 milliards d'euros pour finalement atteindre 64 milliards d'euros en 2027. C'est en tout cas le souhait du président de la République. Le budget de la défense aura donc doublé en 10 ans sous les 2 mandats d'Emmanuel Macron. Avec ce nouveau budget, la France, elle dépasse largement la règle fixée par l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance politique et militaire de pays occidentaux menée en tout cas encore pour le moment par les États-Unis. En théorie, en effet, le budget de défense des pays de l'OTAN doit dépasser les 2% du PIB, donc du produit intérieur brut. Mais de toute façon, pour la France, cet objectif était déjà atteint depuis l'an dernier. Alors maintenant, pourquoi une telle spectaculaire augmentation du budget des armées? Alors on va voir dans un instant ce qui fait débat, mais le président français justifie cette décision par ce qui constitue, selon lui, une aggravation des risques. Le premier risque qui est mis en avant, c'est la situation européenne avec la guerre en Ukraine qui dure depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. Et c'est une invasion qui pose une question plus large sur les volontés russes au-delà donc de l'Ukraine. Alors la Russie dément officiellement vouloir attaquer de façon proche un autre pays et beaucoup doutent par ailleurs des capacités de la Russie à attaquer un autre pays. Mais c'est une menace selon plusieurs services de renseignement notamment. On a eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. L'autre sujet, et c'est peut-être le plus important dans la situation actuelle, c'est les incertitudes sur l'engagement états-unien en Europe avec un Donald Trump qui, disons-le aujourd'hui, est plutôt imprévisible. Alors en théorie, les traités de l'OTAN, ils indiquent que si un pays membre de l'OTAN est attaqué, eh bien tous les autres pays doivent le défendre. Or, lors de la campagne présidentielle américaine en 2024 et plus récemment, Donald Trump a menacé de ne pas venir en aide aux pays européens, les accusant justement de ne pas contribuer suffisamment au budget de la défense. Bref, entre ça et les allers-retours du côté de Trump avec la Russie et l'Ukraine, on ne sait plus vraiment forcément sa position vis-à-vis de Poutine ou de Zelensky. Bref, tout cela pousse de nombreux pays européens à vouloir investir davantage dans leur armée, alors que pendant longtemps, de nombreux responsables politiques se disaient que finalement, ils étaient d'une certaine façon protégés par les États-Unis. Bon, et puis plus largement, on est dans un contexte où il y a différents types de menaces. On peut parler de cyberattaques, d'ingérence politique ou autre. Bref, des types d'attaques ou de guerres hybrides, comme c'est appelé, qui ne sont pas forcément la guerre traditionnelle et qui estiment donc des moyens aussi. Alors, on va voir dans un instant ce qui fait débat, mais alors concrètement, à quoi pourra ressembler cette augmentation du budget de l'armée? Bon, il faut quand même rappeler que ce budget, il devrait être voté par le Parlement, mais parmi les choses qui ont été discutées et mises en avant, il y a l'idée de moderniser les équipements de l'armée française, renforcer aussi la dissuasion nucléaire, puisqu'une part importante du budget est dédiée au renouvellement des armes nucléaires et de leurs porteurs. On peut penser par exemple aux sous-marins. Le but, c'est aussi de développer la flotte aérienne et navale avec des nouveaux appareils, et enfin, l'idée, c'est aussi de soutenir l'industrie de défense française en commandant la majorité des équipements auprès d'industriels français, plutôt donc que des industriels par exemple états-uniens, avec, on l'a dit parfois, des risques en matière d'indépendance lorsqu'il s'agit d'avions ou de drones qui sont achetés aux États-Unis. Alors le premier élément qui fait beaucoup réagir, c'est qu'Emmanuel Macron souhaite que cet effort supplémentaire ne soit pas financé par de la dette. Il estime aussi, je cite, que notre indépendance militaire est indissociable de notre indépendance financière et que l'effort doit être consenti par toute la nation. Alors là, parmi les choses qui ont été envisagées par le gouvernement ces derniers jours, il y a eu d'abord cette idée de placement citoyen pour financer certaines dépenses stratégiques. Alors attention ici, ça peut beaucoup induire en erreur quand on parle de financement ici par des produits d'épargne ou des produits d'investissement. C'est pas de l'argent qui est prélevé sans le consentement des Français directement comme ça depuis un compte en banque. En fait, ce seraient des placements qui seraient possibles sur la base du volontariat pour ceux qui le souhaitent, avec par exemple la possibilité de mettre de l'argent, pour l'exemple, on va dire par exemple 1000 euros. 1000 euros qui seraient ensuite à terme rendus à la personne qui l'a donné, moyennant un taux d'intérêt. C'est quelque chose donc d'assez similaire par exemple à un livret A. Mais l'élément qui fait le plus débat et la crainte ici pour beaucoup de personnes, c'est que cette hausse du budget pour la défense, elle vienne au détriment d'autres secteurs, des secteurs qui sont pourtant en crise. On peut penser à tous les secteurs sociaux, par exemple au domaine de la santé, on peut penser aussi au domaine de l'éducation ou encore à des investissements qui sont
sont par ailleurs jugées nécessaires, par exemple pour le climat évidemment. C'est donc le premier élément qui va faire beaucoup de débat dans les prochains jours, la question du financement et des éventuels sacrifices en quelque sorte, ou alors des efforts qui vont être demandés aux Français. Par ailleurs, l'autre élément qui fait débat, mais là c'est pas quelque chose qui est nouveau ou qui est propre à cette annonce qui a été faite hier, c'est la question du degré de menace et de la façon d'y faire face, que ce soit sur la question de la Russie ou que ce soit plus largement sur la question des menaces aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats sur le degré de risque, le degré du coup de besoin d'investissement pour la France, avec là aussi d'un côté des regards alarmistes et de l'autre côté, eh bien certaines personnes qui se veulent plus rassurantes sur la nature de la menace, sachant que c'est en quelque sorte un sujet un petit peu sans fin, parce que quand on parle de menace, ça peut prendre encore une fois différentes formes, donc c'est un sujet vraiment dont on pourrait parler pendant des heures. Enfin à noter, une dernière annonce, ou en tout cas une annonce d'annonce, si on peut dire ça comme ça, Emmanuel Macron a évoqué la nécessité d'impliquer selon lui encore plus la jeunesse, et c'est là aussi évidemment quelque chose qui fait beaucoup débat, puisqu'il a déclaré vouloir instaurer, je cite, un nouveau cadre permettant aux jeunes de servir selon des modalités différentes au sein de nos armées. Alors certains estiment que ça pourrait être potentiellement une sorte de service militaire volontaire qui serait modernisé. D'autres personnes évoquent une potentielle refonte du service national universel, un service qui n'avait pas forcément pris en termes de nombre de participants et qui s'était retrouvé à plusieurs reprises ces dernières années sous le feu des critiques en raison de son coût ou encore en raison de problèmes d'organisation. C'est en tout cas, vous l'imaginez, quelque chose qu'on va suivre avec grande attention dans les prochains jours pour voir réellement ce qu'il en est, à quoi ça ressemble et ce qui fera débat sur tout ça. En tout cas, ça me paraissait important de faire un point sur la situation, et si jamais ce sujet vous intéresse, sachez qu'il y a quelques semaines, on a sorti sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format une vidéo qui porte justement en fait sur les capacités de l'armée aujourd'hui. En gros, l'idée c'est de comprendre de façon très factuelle à quoi ressemble l'armée française aujourd'hui, quels sont en quelque sorte ses points forts et ses faiblesses. Pour découvrir tout ça, je vous mets le lien directement en description. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Des bombardements israéliens ont tué 43 personnes dans la bande de Gaza, notamment près d'un point de distribution d'eau. C'est ce qu'a annoncé la défense civile palestinienne ce dimanche. L'armée israélienne a déclaré, elle, avoir visé un membre du djihad islamique, un groupe armé allié du Hamas, mais a reconnu que la munition était tombée à des dizaines de mètres de sa cible en raison d'une erreur technique. En tout cas, chacun des deux camps reproche à l'autre de bloquer les négociations entamées le 6 juillet dernier à Doha, sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, et qui visent à mettre un terme à 21 mois de conflit. A noter que la défense civile palestinienne a fait état d'au moins 22 personnes tuées ce lundi dans de nouveaux bombardements israéliens sur Gaza. Selon le porte-parole de l'organisation, 10 personnes ont été tuées dans 3 raids sur différents quartiers de la ville de Gaza dans le nord et 12 sont morts dans d'autres bombardements sur la zone de Khan Younes dans le sud. A noter au passage qu'Israël a déclaré envisager une ville humanitaire pour regrouper les Gazaouis, ce qui a suscité une vive polémique. En l'occurrence, il s'agirait d'une zone fermée dans le sud de la bande de Gaza en cas de cessez-le-feu de 60 jours avec le Hamas. Les nouveaux arrivants seraient soumis à un contrôle de sécurité pour assurer qu'ils ne sont pas affiliés au Hamas et une fois admis, ils ne seraient pas autorisés à quitter la zone. La sécurité serait assurée à distance par l'armée israélienne. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a comparé cette installation à un camp de concentration. Deuxième actu, Thierry Ardisson, célèbre animateur et producteur, est mort à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du foie ce lundi. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'était une figure majeure de la télévision française pendant plus de 40 ans. Il était surnommé l'homme en noir et il avait marqué le paysage audiovisuel avec des émissions emblématiques comme Tout le monde en parle ou encore Salut les terriens. A noter que ce dimanche, Clément Garin, journaliste et ancien chroniqueur de TPMP, avait annoncé sur X la mort de l'animateur en s'appuyant, je cite, sur des sources concordantes. Peu après, Audrey Crespo-Mara, la femme de Thierry Ardisson, avait démenti formellement la rumeur sur X, dénonçant une annonce inhumaine alors que son mari était, je cite, en train de lutter pour sa survie entouré des siens. Elle a également révélé avoir été harcelée par le journaliste qui l'aurait contactée sur son téléphone personnel. Elle a annoncé, avec les enfants de Thierry Ardisson, qu'ils engageraient une action en justice contre Clément Garin pour avoir diffusé une fausse information et pour harcèlement. Troisième actu, le détenu qui s'était évadé de la prison de Lyon-Corbaz dans le Rhône vendredi a finalement été interpellé ce lundi vers 6h du matin. Il est actuellement en garde à vue pour évasion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Son complice, lui, reste recherché. Le détenu s'appelle Eliazid A, il a 20 ans et il est né à Mayotte. Il était incarcéré pour meurtre en bande organisée et détention illégale d'armes. Selon les informations de France Info, il aurait en fait profité de la libération de son codétenu pour se cacher dans un de ses sacs et quitter discrètement la prison. Ce n'est que le lendemain matin, en constatant son absence lors de l'appel, que les gardiens se sont rendus compte de l'évasion. En tout cas, 2 enquêtes ont été ouvertes, une par le parquet pour évasion en bande organisée et association de malfaiteurs et une autre enquête interne au sein
sein de la prison. À noter que la maison d'arrêt de Lyon-Corbas souffre de surpopulation carcérale. Au 1er juin, 1222 prisonniers y étaient détenus pour seulement 678 places. Quatrième actu, je voulais vous parler du Cameroun où le président Paul Biya, 92 ans, qui est au pouvoir depuis près de 43 ans, s'est porté candidat ce dimanche pour un 8e mandat. Il s'est donc déclaré candidat à l'élection présidentielle camerounaise qui est prévue le 12 octobre prochain. Cette annonce, elle intervient dans un contexte de tension au sein du camp Biya qui a récemment été marqué par plusieurs départs. Parmi eux, Issa Chiroma Bakary, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui a quitté le gouvernement fin juin pour se présenter à la présidentielle sous les couleurs de son propre parti, le Front pour le Salut National du Cameroun. Maïgari Bello Bouba, ministre d'État et ancien Premier ministre, a lui aussi annoncé sa candidature à la tête de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, un parti allié de longue date à Paul Biya. Il était considéré comme un soutien historique du président depuis près de 30 ans. En tout cas, certaines voix s'élèvent ces dernières semaines pour demander au président de passer la main. Cinquième actu, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a annoncé ce dimanche qu'une circulaire serait envoyée à la rentrée pour préciser les règles de correction du baccalauréat afin qu'il n'y ait pas, je cite, de suspicion sur le niveau de l'examen. L'objectif est de garantir la rigueur des évaluations alors que le taux de réussite s'élève à 91,8% en 2025. Elle a notamment évoqué, je cite, des consignes de bienveillance excessive qui pouvaient être données dans les corrections et qui ne viennent pas du ministre de l'Éducation nationale. Selon elle, il est donc nécessaire d'avoir une exigence accrue pour préserver la valeur du diplôme. De son côté, la secrétaire générale du SNES-FSU, le premier syndicat des professeurs dans les collèges et lycées, a appelé Elisabeth Borne à s'attaquer à ce qu'est le baccalauréat aujourd'hui. Il faut selon elle tout remettre à plat. Elle précise qu'il faut ouvrir le chantier du bac en finissant avec le baccalauréat de Jean-Michel Blanquer, donc l'ancien ministre de l'Éducation entre 2017 et 2022. Le syndicat demande notamment une diminution du poids du contrôle continu. Et on termine avec cette actu. Ce lundi avait lieu le célèbre défilé du 14 juillet pour la fête nationale française. Et cette année, l'Indonésie était l'invité d'honneur à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et l'Indonésie. Plus de 450 militaires indonésiens, dont un ensemble de 189 musiciens, ont ouvert le défilé sur les Champs-Élysées à Paris. À noter au passage que 589 personnes ont été décorées de la Légion d'honneur ce lundi, qui est la plus haute distinction en France. Parmi elles, Gisèle Pellicot, la victime du procès des viols de Mazan, l'humoriste Sophia Aram, le père Mathieu Dauchez, un prêtre catholique français connu pour son engagement auprès des enfants des rues aux Philippines, ou encore Pharrell Williams, artiste et directeur artistique de Louis Vuitton. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Je le disais, rendez-vous sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format pour plus de vidéos. Rendez-vous aussi sur Instagram pour plus d'actualités. On a couvert d'ailleurs beaucoup de choses aujourd'hui. Vous êtes près de 5 millions là-bas. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.